Bonsoir. Le 20 août 2016 a marqué une date importante dans l'histoire des Togolais. Eh bien, cela fait 10 ans que l'accord politique global a été signé. Un accord qui est intervenu dans un contexte plutôt tendu. Il vous en souvient, nous étions au lendemain de la présidentielle de 2005. Le Togo a connu des violences inouïes. Pour ramener la paix et résoudre cette crise, les acteurs politiques et sociaux se sont convenus pour se retrouver à Ouagadougou sous l'égide du président burkinabé d'alors, Blaise Compaoré. Cette rencontre s'est soldée le 20 août 2006 par la signature de l'accord politique global. Selon les termes de cet accord, un certain nombre de réformes devaient être effectuées pour ramener la paix et assurer une alternance pacifique. 10 ans après, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que réellement il y a eu des avancées? Et qu'est-ce qui reste à faire et comment le faire? Nous sommes allés interroger quelques acteurs qui ont participé à la signature de cet accord. Ils nous ont livré leurs témoignages. Nous ne recevons pas d'invités sur ce plateau, mais nous avons voulu vous faire découvrir ces témoignages 10 ans après l'APG. Écoutez-les. Aujourd'hui, on peut dire que quand vous feuilletez un peu l'accord politique global, beaucoup de choses ont été faites. Et beaucoup de choses ont été faites, sauf la partie que aujourd'hui tout le monde évoque partout, les réformes, tantôt les réformes, mais les réformes, c'est un truc global. Tout ce qui avait été fait même ne faisait pas des réformes parce que quand on essaye de changer une règle de jeu, on est en train de réformer quelque chose. Il ne faut pas limiter seulement les réformes au mandat, les réformes au mode de scrutin, les réformes justes, pour qu'on dise que les réformes ont été faites. Depuis toujours, je peux dire que nous sommes carrément dans une ère de réforme. Bon, maintenant, qu'est-ce qui a posé problème? Le problème, c'est que les réformes étaient du ressort du gouvernement de transition ou du gouvernement d'union nationale qui était issu de l'accord politique global. Et c'était à juste titre que ce soit une personnalité de l'opposition qui présidait ce gouvernement-là. C'était fait exprès. En réalité, c'était Edem Kodjo, le premier ministre Edem Kodjo, qui était premier ministre. Mais à l'issue du dialogue, une des conditions était qu'on remplace Edem Kodjo et qu'on mette maintenant une figure de l'opposition, du moins une figure de l'opposition que l'on estimait être l'opposition traditionnelle. Et c'était M. Gbagbo qui était là-bas. Alors, la question, qu'est-ce qui s'est passé et que ce gouvernement d'union nationale-là, qui devait atteler fondamentalement aux réformes, ne s'était pas tellement peut-être appesanti là-dessus. Et ça, peut-être vous pouvez poser la question au Premier ministre d'alors, puisque c'était une des missions, du moins c'est la feuille de route fondamentale. Mais après cela, toutes les autres prescriptions telles que les élections qu'il fallait préparer, tout ça là, que ce soit législative ou autre là, les choses avaient avancé avec même les modes de scrutin, notamment proportionnel que nous avons adoptés, avaient été carrément des choses qui ont été évoquées lors de notre dialogue politique et pour lesquelles, sans vous mentir, à l'époque, nous, on était un peu réticents, puisque c'était une proposition qui avait, mais par la suite, on avait adhéré parce qu'on estimait que s'il fallait passer par là pour que les choses aillent, bien pourquoi pas. Bon, aujourd'hui, 10 ans après, ce que je peux dire, c'est que tant qu'on vit, c'est qu'il y a toujours à faire. Bon, alors, maintenant, c'est les approches dans ce qu'il y a à faire. C'est les approches qui ne sont peut-être pas les mêmes. Lorsque on signait l'accord politique global, il y avait certains points qui étaient préoccupants et pour lesquels on disait qu'il fallait procéder à la réforme.
Mais lorsque nous avons avancé 10 ans, 15 ans, ou 10 ans, peut-être aujourd'hui 12 ans, certainement après, il se fait qu'au-delà des points que nous avons évoqués, il y a d'autres points auxquels il faut accorder une importance. D'où la tenue de la rencontre de Ashkroum, que j'estimais être quand même une rencontre positive dans la mesure où ça a donné maintenant l'occasion à tous les acteurs politiques 10 ans après de voir si au-delà des points que nous avons eu à évoquer, il y avait encore des points qu'il fallait inscrire pour que la réforme ne soit pas une réforme parcellaire, mais que ce soit une réforme globale. Donc c'est ce que moi je pense que c'est une très très bonne chose et que selon ce que je sais, le rapport a été remis au gouvernement et que certainement, bon, tout sera certainement étudié pour que une réforme qui doit être faite ne soit pas nécessairement une réforme pour contenter quelqu'un, mais une réforme dans l'intérêt de tout le peuple togolais. C'est mon appréciation de la chose. Ce que moi je ne comprends pas, vous savez, dans la vie, il faut apprécier. La bonne foi est une chose qui est présumée. Il faut une certaine présomption de la bonne foi. Moi, personnellement, quand je regarde comme dans le rétroviseur, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu trop de problèmes? Pourquoi on a eu tant de problèmes par le passé? Par le passé, vous savez, la conférence nationale qui avait été faite, revisitez un peu les cassettes de cette conférence. Vous allez vous rendre compte que dans ces cassettes-là, il n'y a pas eu une seule prise de parole qui avait reconnu aux dirigeants au moins qu'ils ont fait quelque chose de bien, ne serait-ce que quelque chose. Vous savez, quand vous voulez analyser les choses, il faut toujours dire ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et quand vous avez le courage de dire ce qui est fait et c'est bien, lorsque vous évoquez ce qui n'est pas bien, en ce moment-là, on vous écoute. Mais quand vous faites comme rien n'a été bien, vous braquez les gens, vous amenez les gens à dire, mais ces gens-là, ils ne sont pas de bonne foi. Mais tout ce qui est en train de se faire depuis cet accord avec de deux grands partis, notamment le RPT et l'UFC à l'époque, c'est historique. Vous vous rappelez bien, lorsque l'actuelle candidate à la Maison-Blanche était venue au Togo ici, elle a tenu même à rencontrer Gilles Christ et le président Faure parce qu'elle avait apprécié cette approche-là. Elle avait estimé quand même que c'était une avancée considérable parce qu'il y a de cela 5-10 ans, aucun ne pouvait. Mais pour quelqu'un qui est ici, il ne peut même pas dire que c'est déjà quelque chose de bon, ce qui n'est pas normal. Mais au-delà de ça, il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont faites. Mais qu'on ait le courage de dire que depuis là, beaucoup de choses ont été faites, par exemple ceci, mais il reste à faire. Et tant qu'on vit, il aura toujours à faire, naturellement. Donc, pour moi, je peux dire que beaucoup de choses ont été faites, mais maintenant, si nous voulons faire quelque chose, il faut que nous le faisons dans le consensus. Il faut que nous nous retrouvons ensemble, qu'on essaye de voir qu'est-ce qui sera bon pour nous tous. Il ne faut pas qu'on fasse nécessairement ce qui est bon pour moi seul. Il faut qu'on fasse ce qui est bon pour nous tous. Et pour qu'on fasse ce qui est bon pour nous tous, nous devons apprendre à être ensemble, comme tous les acteurs politiques se sont retrouvés et ils ont ensemble discuté sur beaucoup de points. Le rapport a été... Maintenant, en parcourant ce rapport, on peut voir les points qui nécessitent des réformes ayant trait à la Constitution et d'autres peut-être pas de simples dispositions réglementaires ou de simples dispositions, pas des décrets ou autres pourront faire avancer les choses. Voilà, c'est comme ça que moi j'analyse les choses.
Donc, a priori, il ne faut pas en même temps taxer certains de mauvaise foi, d'autres de bonne foi, ou certains qui ne veulent pas avancer, d'autres. Quand on est dans cette logique-là, ben, très souvent, ça ne nous fait pas avancer. UNI est à la base des réformes. En tout cas, tout ce qui a été fait jusqu'alors l'a été possible grâce à UNI. Donc, vous ne pouvez pas dire que UNI peut être contre des réformes. Vous n'allez quand même pas me dire que tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui n'eût été la volonté de unir, et certainement des autres partis aussi, ça allait être possible. Donc ça veut dire que UNI est toujours dans la logique de réforme. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est la conception et la méthode. Lorsque, par exemple, vous avez une maison, et puis, en temps, il y a un problème de tôle à réparer, il y a un problème de thème. Si vous estimez qu'au-delà des tôles, il y a d'autres problèmes, vous allez dire, mais si c'est comme ça, on n'a qu'à recenser tous les problèmes et les réparer une fois pour toutes. Ça, c'est une approche. Mais quelqu'un peut dire, non, bon, faisons les tôles, quitte à ce que demain, on voit les autres choses. Mais notre conception, c'est que, asseyons-nous, essayons de voir tout ce qui ne va pas, prenons en compte tous les éléments, et si nous voulons faire la réforme, que nous la faisons une fois pour toutes. Il ne faut pas qu'on finisse et puis on recommence encore par dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Une constitution, c'est vrai, elle se révèle, mais elle ne doit quand même pas être le sport de chaque samedi quand même. Et on doit quand même prendre toutes les dispositions pour faire quelque chose de bien une fois pour toutes. Sinon, je ne crois pas que quelqu'un puisse être quand même contre quelque réforme que ce soit. Vous vous rappelez que je sois le discours, l'allocution du président de notre parti, qui se trouve être le président de la République, mais je crois qu'il a parlé des réformes. Il a parlé des réformes. Il a parlé surtout du côté social. Regardez encore le discours. Mais il a parlé des réformes. Mais alors, pourquoi peut-on penser que là où nous sommes, en tout cas unis, pourra être un parti qui est hostile aux réformes? Ça, c'est vraiment... Peut-être, bon, c'est un jeu politique. Non, c'est une amertume et une grosse déception. Vous avez raison, ça fait 10 ans qu'on a signé l'APG et les dispositions fortes de l'APG concernant les réformes constitutionnelles et institutionnelles n'ont pas été mises en œuvre jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que le Togo végète encore dans l'à peu près et dans une dictature qui ne dit pas son nom, où une seule personne se fait frauduleusement maintenir au pouvoir des années durant. Moi, j'ai toujours dit ce que je prends comme symbole pour ce qui s'est passé. J'ai toujours dit que le président Faure Gnassingbé a payé l'APG avec un chèque sans provision. Il faut qu'il crédite le compte. Il a payé l'APG avec un chèque sans provision. C'est trop facile là. Il faut qu'il crédite le compte. Et cela veut dire qu'il doit se plier aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, le Togo devait être très en avant, devait faire des bons économiques, parce que tout est conditionné par le politique dans ce pays. Quand on libéralise le pays au niveau politique, le développement peut commencer, le Togo peut faire des bons en avant. L'accord, c'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Qu'est-ce que c'est? C'est un État. Un État, c'est le régime, c'est le système qui gouverne le pays. Tout est laissé à ce niveau. Ce qui a été mis en œuvre, c'est quand même des élections législatives qu'on a pu organiser, c'est un certain nombre de dispositions concernant le retour des réfugiés, mais l'essentiel de ce qu'on attend pour que le Togo puisse évoluer aussi, pour que le Togo puisse revenir dans le concert des nations. Il faut reconnaître que le Togo et la Gambie font partie des seuls pays où il y a encore des dispositions dictatoriales, où un régime peut se maintenir par des élections frauduleuses tout le temps. Donc tout ça, c'est ce qui est contenu dans les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et rien, zéro à ce niveau n'a été mis en œuvre, il faut le reconnaître.
Ce qui fait que les prétendues réformes économiques qu'on est en train de faire ne donnent pas aussi leurs effets parce que la politique gouverne l'économie. Voilà. Mais à cette époque déjà, nous avons demandé qu'on mette en place le CPDC. Et le CPDC qui devait connaître de ce travail a été installé par Maître Aboibo. C'est après le départ de Maître Aboibo qu'on a commencé par faire des jeux. Souvenez-vous, le CPDC original, comme nous l'avons appelé, a été décrété et mis en place au moment du gouvernement de transition qui devait faire tout le travail. Et dès que Maître Aboibo a quitté la primature, voilà, on a tordu le cou aux choses, CPDC rénové, CPDC bis, CPDC partiel, etc. Vous savez tout ça. On ne va pas raconter l'histoire du Togo. Nous, on ne végète pas au niveau du cadre dans la manipulation et dans le mensonge. Nous sommes d'accord que à la mise en place du gouvernement d'union nationale, M. Gilles Christ et ses lieutenants à l'époque n'ont pas participé à ce gouvernement, qui devait permettre d'initier et de s'entendre sur les lois qui devaient permettre de faire ces réformes-là. Ok. Mais au moins, le CPDC avait été mis en place pour pouvoir faire ce travail valablement. Et malheureusement, vous savez tous les contournements qu'on a fait. Je crois que depuis là, il y a eu peut-être 10 essais dont les gens parlent. Et ça ne provient pas de nous. On peut dire que le Hashkun, c'est un mal qu'on doit accepter. C'est un mal nécessaire. À partir du moment, il faut le reconnaître, que nous-mêmes, lorsque nous avons envoyé le projet de loi, Carr a dit que au sein de l'opposition, il n'y a pas eu l'intelligence qu'il faut pour que ce soit adopté. Je considère que une autre initiative vient, on ne peut pas nécessairement la rejeter. Parce que nous avions la chance, au moment où nous avions déposé notre proposition de loi en 2014, et que UNIR, à l'époque, tout jeune, avait demandé que, sur le fait que nous demandions que la loi est d'application immédiate, et que le mandat qui était en cours compte, et que si l'ANC était capable de faire un pas dans le sens de ce que nous, elle a dit, nous proposons, ça veut dire que le chef de l'État pouvait être candidat encore une seule fois, que UNIR aussi pouvait avancer. Nous avions le compromis béton. Nous avions le compromis inestimable pour ce pays. Mais à partir du moment où, même au sein de l'opposition, on a manœuvré pour faire échouer ça, à partir de ce moment, quand il y a d'autres initiatives qui se prennent, on ne peut pas nécessairement les condamner. L'essentiel, c'est de pouvoir faire aboutir ces initiatives, ce que nous ne voyons pas pour le moment, car on a l'impression que le Hashkun semble être encore au niveau du pouvoir une manœuvre. Donc, ceux qui y ont participé, ceux qui ont pris part au Hashkun, n'ont qu'à prendre des dispositions pour que ce qui se sont dit soit mis en œuvre. Vous savez, notre position n'a jamais varié. Je crois qu'il faut faire les réformes de manière globale. Les questions sont autant importantes. Et la question de la limitation de mandat, et la question des 2 tours de scrutin, et la question du régime présidentiel est importante. Mais une chose est très importante. Nous n'avons cessé de dire que le déverrouillage des institutions fait partie de la primauté des réformes. Parce que même si vous faites toutes ces réformes-là et que vous avez les institutions encore verrouillées, supposons qu'on nous donne la limitation de mandat et puis toutes les institutions sont verrouillées et inféodées au pouvoir. Vous aurez la limitation de mandat, mais c'est quelqu'un d'unir qui va encore venir au pouvoir. Donc, le déverrouillage des institutions est essentiel. Vous vous souvenez, lorsque nous avions envoyé notre loi, Carr a dit à l'Assemblée en 2014, nous avons introduit une disposition phare essentielle concernant la répartition équitable des biens entre tout le monde, en toutes les régions du pays. Je crois que, voilà, sur cette base-là, il n'y a pas une réforme qu'on peut dire, elle est prioritaire aujourd'hui, on peut le faire et laisser l'autre. À partir du moment où on est au point maintenant où on a dit on est à un grand tournant, il faut prendre l'ensemble de ces réformes et les faire en même temps. Voilà. Et peut-être le Hashkun peut essayer de voir en ce sens-là. Moi, je dis qu'au niveau du Hashkun, on avait l'impression que les gens, instituts personnels qui ont participé au Hashkun, ont dialogué sous anesthésie. J'ai l'impression qu'ils ont dialogué sous anesthésie. Alors, maintenant, c'est à eux de reprendre la manche et de savoir quels sont les éléments sur lesquels on peut se baser maintenant pour permettre à ce que cette initiative-là soit l'aboutissement que nous voulions. Il y a 10 ans, lorsque nous avions signé l'accord politique global du 20 août 2006, nous avions convenu de faire en sorte que la démocratie soit renforcée, qu'il y ait réconciliation
national et que enfin le Togo sorte de la longue crise socio-politique que le pays traverse. 10 ans après, je suis désolé de constater que, en dépit des apparences, les problèmes de fond demeurent. C'est vrai que certaines des dispositions de l'APG ont été mises en œuvre. Il était question de mettre en place une nouvelle Assemblée nationale, après avoir adopté un certain nombre de mesures pour des élections équitables et qui ne soient pas sujettes à contestation. C'est vrai qu'on a recommandé des mesures pour la réconciliation nationale et que certaines de ces mesures ont été prises. Il y a eu la CVJR, il y a aujourd'hui le HCROUN. Les élections législatives de 2007 ont pu être organisées et tout. Mais quand vous faites le bilan, même de ce qui semble avoir été réalisé, vous vous rendez compte que le but que l'on veut atteindre n'est pas atteint, qu'en réalité, il y a une volonté permanente d'instrumentalisation de ce qui se fait. Et de deux, le plus ahurissant, c'est que les clauses essentielles qui concernent les réformes constitutionnelles et institutionnelles, au jour d'aujourd'hui, elles n'ont pas été mises en œuvre. Et ceci est vraiment inacceptable. 10 ans, vous vous rendez compte, à se battre, à demander des réformes. Et le dernier épisode en date, c'est le rejet de la proposition de loi ANC-ADI qui aurait pu permettre de faire les réformes que l'APG ciblait, qui portaient sur des points très précis que tout le monde connaît. Nous sommes obligés de constater qu'aujourd'hui, il y a un manque terrible de volonté politique pour renforcer la démocratie au Togo et œuvrer à la véritable réconciliation nationale. Les problèmes demeurent tels quels. On a une espèce de stabilité apparente, mais en dessous, nous tous, nous savons ce qui couve. Nous savons le bouillonnement qu'il y a. Nous savons que le peuple togolais, à l'unisson, je dis bien à l'unisson, que ce soit au-delà des appartenances politiques, y compris même dans les rangs du nous avons soif de réforme. Voilà. Vous savez, c'est un raisonnement intellectuel qui tient la route. Mais quand vous le placez dans le contexte du Togo, et sachant de qui cette intention vient, nous disons tout simplement que c'est de la pure diversion. C'est encore une fois une manifestation du refus d'avancer, du refus de satisfaire aux revendications profondes du peuple togolais. On vous demande de faire des réformes précises, portant sur des points précis. Vous n'arrivez pas à les faire encore et vous vous proposez de faire quelque chose de plus global. Écoutez, ne prenons pas les Togolais pour des enfants, pour des gens qui ne réfléchissent pas. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience de ce que le régime refuse purement et simplement de faire les réformes. Ceux qui se laissent à rêver que la 5e République que l'on veut mettre en place sera une réalité, ils se trompent. D'ailleurs, il se pose la question de savoir si cette 5e République est aujourd'hui une priorité pour les Togolais. La priorité pour les Togolais, c'est de commencer à faire d'abord ces réformes politiques portant sur des points précis que nous avons identifiés. Ensuite, de faire en sorte
que les Togolais puissent manger à leur faim, d'avoir une politique d'emploi, une politique en matière de sécurité sociale. Le reste, c'est de la pure diversion. Une 5e République n'est pas une priorité, ce n'est pas un besoin absolu pour le Togo aujourd'hui. La stratégie qu'il faut adopter, c'est de rester déterminé, c'est de faire autrement, c'est de faire en sorte que le peuple prenne ses responsabilités. Vous savez, moi je suis très impressionné de constater à chaque fois que je rencontre mes concitoyens qui sont très bien intentionnés, qui me disent « Madame, on vous félicite, Madame, on est derrière vous ». Mais ça traduit un état des choses. Ça traduit un sentiment que ce sont les leaders, ce sont les responsables de partis politiques, ou ce sont les partis politiques qui doivent faire la lutte. Je voudrais saisir l'opportunité que vous m'offrez pour dire à mes concitoyens, vous avez soif de réforme, vous voulez que ce pays change. Arrêtez de penser que ce sont les leaders de partis politiques qui vont le faire. De grâce, ne restez plus derrière nous, comme vous le dites, mais venez. Nous sommes à un tournant où le peuple doit prendre ses responsabilités, le peuple doit dire non. Le peuple doit s'indigner vraiment au sens citoyen du terme et de dire non, c'est notre volonté qui sera faite. Voilà. Ans de non-mise en œuvre, puisque M. Fagne-Sibé s'est refusé à respecter sa signature, un accord qu'il a signé au nom du peuple togolais. Vous devez savoir que c'est au lendemain du drame que notre pays a connu en 2005, plus de 1000 morts d'après les diverses sources et plus de 500 morts d'après les experts des Nations Unies qui sont venus ici enquêter sur le drame que notre pays a connu. Et le rapport de Doudienne a préconisé qu'il fallait que les Togolais discutent, dialoguent entre eux pour que de tels drames, au lendemain d'une consultation électorale, ne se reproduisent dans notre pays. Mais malheureusement, M. Fagne-Sibé a toujours refusé de respecter cet accord. Je dois vous rappeler qu'avant la signature de cet accord, il y a eu un dialogue inter-togolais entre les partis politiques de l'opposition et du pouvoir en place, je veux dire RPT, 3 mois de discussion avant d'aboutir à la signature de l'accord politique global. Et je dois rappeler également, c'est sous l'égide du président du Burkina Faso de l'époque, je veux dire Blaise Compaoré, de représentants de l'Union européenne et de la CEDEAO. Et on peut regretter qu'aujourd'hui, aucune de ces organisations, je veux parler de l'Union européenne et de la CEDEAO, n'interviennent pour exiger auprès du gouvernement togolais le respect de cet accord très important pour le peuple togolais. Dans cet accord, il est prévu d'organiser régulièrement des élections transparentes dans notre pays, puisque les drames que nous connaissons sont liés aux fraudes électorales, parce que les fraudes électorales contestées par les populations entraînent des massacres de population aux mains nues. Et c'est ainsi que tout au long de longues années de notre pays, le sang a régulièrement coulé au lendemain de chaque consultation électorale. Dans cet accord, il est demandé qu'on réfléchisse à la limitation des mandats, comme cela se passe un peu partout dans le monde, et qu'on revienne à notre constitution de base qui disait que le président devait être élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est ce qui était contenu dans la Constitution 92
voté massivement par le peuple togolais, mais malheureusement changé, manipulé de manière solitaire par le régime RPT UNIR pour supprimer cette disposition. Il y a également le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, parce que dans la sous-région, nous restons le seul pays à continuer à pratiquer un scrutin proportionnel, ce qui fausse les règles du jeu démocratique. Voilà, donc, puisque je disais au départ que c'est au nom du peuple togolais que cet accord a été signé, je crois pouvoir dire maintenant qu'il appartient au peuple togolais de se mobiliser pour exiger des dirigeants de notre pays que cet accord soit respecté. Je crois que M. Fogna-Sibé se moque du peuple togolais. Il a mis 11 ans pour dire qu'enfin, 11 années au pouvoir pour dire qu'enfin on va songer à des réformes éventuelles. Dans 5 ans, M. Fogna va vous dire il lui faut encore 10 ans pour les réformes pour qu'il puisse continuer à diriger ce pays contre la volonté du peuple togolais jusqu'à sa mort, comme ce fut le cas avec son père. Nous disons que c'est inacceptable. Notre pays aujourd'hui vit dans une situation, je pèse mes mots, analogue à celle de la Corée du Nord. Et c'est très grave pour nous Togolais. Est-ce qu'il est difficile? Est-ce qu'il est vraiment difficile de faire les réformes sur les bases dont je vous ai parlé tout à l'heure? La limitation des mandats, dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est la règle. Le scrutin majoritaire à 2 tours, c'est la règle partout, en Afrique et partout dans le monde. En 2014, le CIP, le comité interparlementaire de l'UOMOA, était venu à Lomé, siéger à Lomé, avec tous les députés du Togo, avec la majorité parlementaire, RPT UNIR. Et au terme de ces 2 jours de réflexion, de discussion, il a été vivement recommandé que le scrutin majoritaire à 2 tours soit également majoritaire. Et qu'enfin, l'organisation des consultations électorales se fasse de manière consensuelle. Est-ce qu'il soit nécessaire encore de mettre en place un pseudo-atelier pour réfléchir à cela? À quoi pensait M. Fogna-Sibé quand il y a 10 ans, je veux parler du 20 août 2006, il a signé cet accord. Je vous rappelle qu'il était aux États-Unis en 2009, juin 2009, et il avait déclaré solennellement sur une Radio Liberté, que d'ailleurs le son et la vidéo circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il a déclaré la main sur le cœur qu'avant 2010, il ferait les réformes, conformément, ce sont ces termes, à l'APG. Est-ce qu'il est acceptable qu'un dirigeant, quelqu'un qui se dit chef de l'État, qui dirige un pays, soit aussi de mauvaise foi? C'est une honte. M. Fogna-Sibé n'a aucune intention de faire les réformes. Et pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il sait qu'à partir du moment où les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales sont faites pour obtenir la transparence dans les consultations électorales, il ne sera pas élu. Il sait que depuis 2005 qu'il dirige ce pays, il a toujours dirigé de manière frauduleuse. Pour nous, c'est très clair. Aujourd'hui, il appartient à chacun, à chacune de nous, Togolaises et Togolais, de se mobiliser pour que M. Fogna-Sibé comprenne que ce pays ne peut pas être pris en otage de cette manière-là. Nous sommes des citoyens tout comme lui. Il faut qu'il le comprenne. Et il n'a pas hérité le Togo de son père. Au Togo, nous sommes des gens, nous réfléchissons beaucoup.
chaque fois on dit ah l'opposition ne fait pas le travail, l'opposition ne fait pas les choses comme elle devrait le faire. Mais ceux qui nous posent ces questions, les conseillers, ne nous aident en rien, même pas 100 francs par mois pour aider l'opposition. Même pas approcher l'opposition. Quand on appelle aux manifestations, ces personnes qui critiquent l'opposition ne prennent pas part à nos manifestations. Les conseillers, ceux qui disent l'opposition ne fait rien, ça me donne aujourd'hui, nous sommes dans la période des Jeux Olympiques. Je vais vous prendre un exemple, un match de football. Une équipe deux équipes qui jouent, une équipe qui se bat. À la mi-temps, elle n'arrive pas à marquer de but. 15 minutes avant la fin du match, 0-0. Alors furieux, le capitaine tire contre son propre camp. Est-ce que ce capitaine est normal? D'après vous, est-ce que ce capitaine est normal? Non. Aujourd'hui, on est dans la lutte. Au lieu qu'on ait un seul adversaire et que certains de nos intellectuels, les bons pensants, les donneurs de leçons, au lieu de soutenir l'opposition contre le régime que nous critiquons tous, on dit ah, Jean-Pierre Fabre a fait ceci, ah, l'opposition n'a pas fait ceci, ah, l'opposition aurait dû faire ceci. À travers ça, vous affaiblissez l'opposition aux yeux des populations. Vous ne voulez pas que l'alternance se fasse. Et c'est de manière objective que cela se fait. C'est révoltant. C'est révoltant. On a envie de tourner en rond. Alors, on se réunit sur des radios, on se réunit, on dit « Ah, l'opposition ne fait pas son travail. L'opposition aurait dû faire ceci. L'opposition manque de stratégie. » Mais quelle est la stratégie que vous préconisez? Dites-nous ce que vous voulez comme stratégie. Et si on ne la met pas en application, vous aurez alors tout loisir de nous critiquer. C'est malheureux. C'est malheureux. Et ça, c'est typiquement togolais, des donneurs de leçons, des je sais tout, des omniscients, qui disent « Ah, ils ne font pas bien. Ah, ils ne font pas bien. » Au lieu de critiquer celui qui s'enrichit avec Ouassem, celui qui s'enrichit avec la zone franche, celui qui tire sur les populations, au lieu de critiquer celui-là, on n'a pas le courage. Et on dit, ah, si l'alternance ne vient pas, c'est parce que l'opposition ne fait pas le travail. Mais qui est l'opposition? Un parti politique ne peut rien contre une dictature si les populations ne se mettent pas derrière lui. Ça n'a jamais existé nulle part, sauf peut-être au Togo, parce que nos intellectuels, entre guillemets, nos donneurs de leçons, s'imaginent que la politique, c'est réservé aux partis politiques et que c'est seuls les partis politiques qui peuvent œuvrer pour l'alternance. Non, je suis désolé, c'est tout le peuple, de manière solidaire, hein, qu'on lutte pour pouvoir renverser, pour pouvoir changer la donne dans un pays comme le nôtre. « 10 ans, une décennie, on aura fait un enfant qui serait aujourd'hui compté parmi les adolescents. Je veux dire que c'est un enfant qui a connu une certaine évolution, positivement s'entend. Qu'en est-il de l'APG? Vous vous souviendrez que l'APG est fils des négociations avec l'Union européenne. À l'issue de ces négociations qui avaient pour but principal de dégager une lueur d'espoir pour l'avenir du Togo. Parce que le Togo traînait les pieds dans plusieurs décennies de crise, de violence. Crise et violence qui ont conduit à un blocage systématique
de la vie tout court, non seulement de la vie politique, mais je dirais plutôt de la vie, de l'évolution du pays, de la nation. Il y avait un blocage total où les deux camps représentés par les partis de l'opposition d'alors et le parti au pouvoir n'arrivaient pas à s'entendre, mieux, arrivaient difficilement à s'asseoir autour d'une table pour discuter de quoi que ce soit, pour évoquer quel sujet que ce soit. Bon, on a suffisamment épilogué sur les motifs, les raisons qui ont amené à ça, mais la raison principale était un manque cruel de confiance en soi et de confiance en l'autre. Manque de confiance qui a conduit à l'irrespect total de l'intégrité de l'autre, mais aussi de l'intégrité nationale. À la suite de cela, l'Union européenne s'est penchée sur la question et a, après moultes efforts, je dis bien moultes efforts, a réussi à réunir les Togolais autant faire se peut, pour dégager une lueur d'espoir, de s'asseoir et de mettre sur la table tous les sujets qui bloquaient la vie du pays, mais aussi qui bloquaient systématiquement le fonctionnement même des institutions. À la suite de tous ces débats, l'on s'est mis d'accord pour s'asseoir et définir les termes d'un débat qui a duré plus d'une 60aine de jours et qui finalement a accouché de ce que l'on appelle l'accord politique global. Cet accord s'est exprimé, s'est présenté en plusieurs points. Il eut besoin d'organiser des élections. Les élections ont eu lieu. Démocratique, cela s'entend. Même s'il y a des imperfections, ces élections ont eu lieu. Vous n'êtes pas sans savoir que les législatives ont eu lieu en 2013, que la présidentielle a eu lieu avant 2013, on a connu 2007, 2010, 2013 et aujourd'hui 2015. Donc, sur ce plan-là, on peut dire que l'APG a accouché d'une solution. Maintenant, quitte aux acteurs politiques de parfaire, d'abord de recenser les imperfections issues de l'expérience, de la courte expérience passée, et de corriger ces imperfections-là en allant. Donc, de ce point de vue, oui, les APG ont apporté une solution. Les APG ont permis aussi de décrisper quelque peu la vie politique. Décrisper en ce sens que la méfiance systématique qui prévalait entre les différents partis a été atténuée, voire a disparu un peu. Ce qui a libéré des énergies, ce qui a permis de... Je prendrai votre cas. Il fut un temps, il était impossible d'avoir un organe de presse de l'opposition. Aujourd'hui, nous en avons combien? La libération des énergies a permis aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer. Cela se fait, peut-être pas suffisant pour certains, peut-être suffisant pour d'autres, mais cela se fait. Reconnaissons-le. Je cite le cas des médias où nous sommes. Je pourrais parler sur le plan social, malgré les quelques soubresauts qui se manifestent ici et là. Sur le plan social, il y a eu un certain dévouement
qui s'installe et qui, je l'espère, ira en s'améliorant. Donc tout cela, je peux dire que c'est le fruit de l'APG. L'APG a permis aussi de resituer le cadre de fonctionnement de notre armée et appeler de ce vœu que les autorités aillent en organisant une armée républicaine. Nous pouvons dire aujourd'hui que cette volonté existe, même si dans les faits, ce n'est pas palpable encore, ou ce n'est pas perceptible encore pour un certain nombre de gens. Cette volonté existe, et je puis vous dire sans trop me tromper, d'après les informations que nous avons obtenues ici et là, que l'armée a pris tout le monde de court. L'armée organise en son sein déjà des réformes. L'armée elle-même s'organise déjà et fait des réformes en son sein. Elle ne parle pas, elle ne communique pas forcément beaucoup, mais pour tous ceux qui, de près ou de loin, approchent l'institution, cette institution, savent que c'est une institution qui bouge, et nous espérons qu'il bouge positivement. C'est aussi le fruit de l'APG. Je vous ramènerai aussi plus loin en vous disant que l'APG a permis une certaine consécration de la liberté d'expression. J'ai cité les médias, j'ai cité ici, je vous dirais, sur le plan personnel, les citoyennes et les citoyens savent qu'aujourd'hui, ils peuvent se lever pour dire ce qui a lieu, ce qui se passe, comment ils ressentent les choses et comment ils aimeraient que ces choses-là se déroulent. C'est aussi le fruit de l'APG. À tout seigneur, tout honneur. Au-delà de ça, il est vrai qu'il y a des aspects de la liberté publique qui restent à conquérir, et cela ne peut pas se faire, du moins, d'un coup de baguette magique. Laissons le temps au temps, mais ayons foi en ce que nous mettons en place, aux structures que nous mettons en place, et faisons-nous confiance sur le plan personnel, mais faisons confiance aussi à nos prochains. Parce que n'oubliez pas, nous partageons ensemble 4 lettres en 3. Je dis bien 4 lettres en 3. Je veux dire le Togo. Le Togo n'appartient à personne. Le Togo nous appartient tous. Tant que nous faisons confiance en ce que nous faisons, tant que nous-mêmes nous faisons confiance, je suis sûr que nous sommes appelés à améliorer de plus en plus ce qui est. Maintenant, vous aurez observé que je vous ai présenté brièvement l'APG, ou sommairement le bilan succinct de l'APG. L'APG n'a pas que des points positifs. L'APG n'a pas que des points positifs, reconnaissons-le. L'APG tel qu'ils ont été conçus, tels qu'ils ont été définis, présente du moins beaucoup d'imperfections. Je veux dire que les accords en eux-mêmes, tels que libellés, paraissent flous. Nous avons parlé des réformes. Mais quelles sont ces réformes-là? Comment y arrivons-nous? L'APG ne le stipule pas en clair. L'APG a recommandé, par exemple, aux acteurs politiques togolais de soumettre au gouvernement, et quel gouvernement? De soumettre au gouvernement dont le rôle ultime est uniquement d'apprécier les propositions qu'on lui fait
en termes de réforme. Nous avons parlé de réforme constitutionnelle, nous avons parlé de réforme institutionnelle. En quels termes? Personne ne sait. L'APG ne le précise pas en tant que tel. Autre avatar de l'APG, c'est que cela laisse un peu sur la faim. Cela laisse sur la faim en ce sens que parfois je donne une forme imagée à l'APG en disant que c'est une poupée russe. Permettez-moi le terme. C'est une poupée russe en ce sens que on n'en voit jamais la fin. Qu'est-ce cela dire dans le cadre de l'APG? L'APG est appelée à recommande la mise en place d'institutions dans des domaines précis. Prenons par exemple le thème de la réconciliation nationale. L'APG a donné naissance à la CVJR. On aurait pu imaginer qu'avec la CVJR, que les problèmes auraient été résolus. Non. La CVJR avait une mission bien précise. Elle avait une mission bien précise. Et dans ces recommandations, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre, in fine, l'éventualité d'une autre institution, de la mise en place d'une autre institution. Aujourd'hui, le Hache-Kroon. Le Hache-Kroon aussi a une mission bien précise. Je pense que le Hache-Kroon, tout comme la CVJR, hein, reconnaissons-le, ont dans les charges qui leur a été assignées, ont abattu un travail monstre. Avant d'arriver aux réformes, posons-nous un peu la question de savoir de quel régime nous voulons. Désirons-nous avoir un régime parlementaire, un régime semi-parlementaire, un régime présidentiel? D'aucuns parlent aujourd'hui de régime présidentialiste. Tout cela rentre dans le concept d'un débat en amont. C'est en fonction de ça qu'on peut se mettre à faire des propositions de loi une fois qu'on aura défini le type de régime que nous voulons pour le Togo. Parce que nous aurons estimé que ce type de régime présente le moins d'avatars possible. Et nous le définissons. Ça a été l'objet des débats qui ont eu lieu au cours de l'atelier du Hache-Kroon la dernière fois. Ces débats ont été salutaires. Quoi qu'on en dise, ces débats ont été salutaires. Et il faut rendre grâce au Hache-Kroon pour avoir pensé cela, pour l'avoir fait. La proposition de loi de nos camarades, je dirais, pour ma part, je parlerai de l'ADI. Et je n'ai pas peur de le dire. La proposition de loi, l'exemplaire que moi, personnellement, j'ai eu entre les mains bien avant que cela ne soit déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, c'était l'ADI. C'est l'ADI qui a fait la proposition. J'ai appris que la ANC s'y est jointe après. Je ne peux que le saluer. Donc cette proposition de loi, dirais-je, est aussi bien en soi. Elle est bien en ce sens qu'elle apporte quelque chose de nouveau. Elle apporte une démarche nouvelle, à savoir que les députés s'approprient leur rôle de député. Un député n'est pas là pour servir de... Je veux parler de l'Assemblée. L'Assemblée n'est pas là pour servir uniquement de chambre d'enregistrement. Honnêtement, je vous dirais que nous devrons aujourd'hui dépasser le cadre de l'APG. Et nous ne l'avons pas encore fait. Depuis combien de temps que nous parlons de réformes? Parce que ces réformes-là ne sont pas seulement faites, prévues depuis l'APG. 2006, jusqu'aujourd'hui, on en est encore là. 10 ans. L'APG n'a pas précisé en quel terme et en quel temps, en combien de temps l'on devrait faire les réformes. Ça n'a pas été fait.
Ce qui, quelque part, explique les tâtonnements que nous observons depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Si on avait été limité dans le temps, où l'on dirait, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, on doit faire les réformes. On aurait été limité dans le temps et on savait qu'il y a cette charge-là qui doit être exécutée avant terme. Vous n'êtes pas sans savoir que cet accord a été signé dans un climat de tension et d'angoisse un peu de la population, où les acteurs politiques et les membres de la société civile s'étaient mis d'accord pour pouvoir apaiser, trouver des solutions pour apaiser la population qui était un peu angoissée à cette époque-là. Aujourd'hui, 10 ans après, on se dit qu'il y a eu des avancées. Il y a beaucoup de points qui sont dans l'accord qui ont été mis en œuvre. Quand je prends par exemple le premier point qui fait référence essentiellement à la mise en place d'une Assemblée nationale qui serait le résultat des élections apaisées, je dirais que depuis 2006 où l'accord a été signé, nous avons eu 2 élections législatives qui se sont déroulées dans un climat plus ou moins apaisé et que les observateurs ont jugé plus ou moins transparent. Nous avons eu également, pour ce qui concerne les organisations, enfin l'organisation des élections présidentielles qui se sont déroulées également sans violence pour le pays. Je considère que ce sont des avancées notoires que nous pouvons également saluer en tant qu'organisation de la société civile. Sur le plan également, il y a eu certaines modifications qui ont eu lieu en ce qui concerne par exemple la CENI, la mise en place d'une CENI qui requiert plus ou moins l'avis de plusieurs acteurs politiques. Bon, en dehors de cela, je pense qu'il est également important de souligner la poursuite de la réforme de la justice, la modernisation de la justice qui a été poursuivie avec la mise en place d'un certain nombre d'institutions qui sont prévues par la Constitution, par exemple la Cour des comptes qui a été mise en place. Nous avons également, dans le cadre de la poursuite de la modernisation de la justice, le statut des magistrats qui a été également modifié, ce sont des avancées en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord politique global. La question de la représentativité politique des femmes. C'est aussi un point qui a fait l'objet de discussions au niveau du dialogue intertogolais, c'est de pouvoir s'assurer que les femmes puissent participer réellement à la vie politique au Togo. Donc aujourd'hui, il y a eu au niveau du code des dispositions qui sont prises au Togo pour s'assurer de la représentation des femmes au niveau des instances de prise de décision, surtout en ce qui concerne les questions électorales. Mais nous pensons au GFDD que cette question-là est loin d'être suffisante. Ces dispositions qui ont été prises sont loin d'être suffisantes pour assurer une réelle participation politique des femmes. En ce sens qu'aujourd'hui, si vous le constatez, au niveau du gouvernement, nous avons 4 femmes sur 23 ministres. Nous avons au niveau de l'Assemblée nationale 17 femmes qui sont élues. Je pense qu'à ce niveau également, il y a lieu que le gouvernement puisse prendre des actions réellement incitatives en adoptant une loi sur la parité qui serait en conformité avec les engagements que l'État a pris pour que les femmes puissent être réellement représentées aussi bien dans les instances politiques que dans les autres instances de prise de décision au niveau de notre pays. La question des réformes constitutionnelles et institutionnelles fait partie d'un des points principaux de l'accord politique global et qui devait faire l'objet de discussions entre les acteurs de la scène politique nationale. Compte tenu de la complexité du sujet, au niveau de l'accord même, il a été prévu que ces réformes-là doivent s'inscrire dans la durée. Donc ce n'est pas une réforme ce ne sont pas des réformes qui devaient arriver au jour au lendemain de la signature de l'accord politique global, mais ce sont des réformes qui devaient s'inscrire dans la durée, à commencer par le travail devait commencer par le gouvernement d'union nationale, l'Assemblée qui a été élue à la suite de la signature de cet accord. Mais aujourd'hui, nous constatons également qu'il y a des points qui sont encore inscrits au niveau de ces réformes-là qui constituent de faire l'objet de distensions entre
les acteurs politiques. Lorsque nous parlons par exemple des questions de découpage électoral, lorsque nous parlons de la question de la limitation de mandat, lorsque nous parlons également de la question du mode de scrutin pour l'élection présidentielle, je crois que ce sont des points qui sont véritablement importants si le Togo veut poursuivre sa marche vers la démocratie et l'instauration d'un état de droit. Aujourd'hui, en tant qu'organisation de la société civile, nous pensons qu'il est réellement important de pouvoir mettre en œuvre ces réformes et que le gouvernement, les partis politiques au sein de l'Assemblée nationale et les autres partis politiques, les acteurs politiques et les organisations de la société civile qui œuvrent également pour la mise en place d'un état de droit qui défende l'intérêt de la population puissent s'asseoir et trouver un consensus pour qu'on puisse aller au niveau de ces réformes-là. Parce que, vous le savez, le Togo, nous avons dit que le Togo veut s'inscrire dans une dynamique de changement. Nous pensons qu'en tant qu'organisation de la société civile, qu'on puisse encore se mettre d'accord, convoquer des cadres d'échange pour pouvoir discuter fondamentalement de ces questions de réforme. C'est important. Le HCOM a été mis en place et a pour mandat de pouvoir mettre en œuvre les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Recommandations. Je pense qu'il est fondamental de pouvoir doter le HCOM de moyens nécessaires pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est une question de volonté politique. Il ne s'agit pas seulement de mettre en place ce cadre-là, mais il est important de pouvoir le doter de moyens aussi bien financiers que sur le plan des ressources humaines pour que le HCOM puisse aboutir à la mise en œuvre réelle des conclusions de la Commission Vérité, Justice et Recommandations. Le GFDD a toujours œuvré pour travailler dans le sens d'avoir un consensus des organisations de la société civile. Depuis la participation du GFDD au dialogue inter-togolais, le GFDD, pour ce qui concerne certaines questions clés, fait appel aux autres organisations de la société civile pour avoir le consensus de toutes les organisations de la société civile, avoir beaucoup de points de vue sur la question et pouvoir aller défendre le point de vue de l'organisation de la société civile. Je pense que dans cette même dynamique aujourd'hui, le GFDD va dans le sens de pouvoir travailler avec toutes les autres organisations de la société civile pour pouvoir défendre réellement les intérêts de la population. Lancer un appel aux partis politiques pour qu'eux aussi, ils ne perdent pas de vue cette volonté qu'ils avaient au moment de la signature de l'accord de pouvoir apaiser la population, que les partis politiques puissent garder toujours cela en tête. Voilà pour l'essentiel des témoignages que nous avons recueillis de ces acteurs pour marquer donc cet anniversaire, les 10 ans de l'accord politique global. Merci à vous tous de l'avoir suivi. C'était une émission spéciale, un œil sur l'actualité consacrée essentiellement donc à l'APG 10 ans après. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Merci à tous.